Il est célébré comme le père de la littérature russe. Ses vers ont enflammé les cœurs. Son génie a inspiré des générations. Et pourtant, un détail de son histoire reste encore trop souvent oublié. Saviez-vous que l'un des plus grands poètes de Russie portait en lui le sang d'un Africain? Derrière le nom d'Alexandre Pouchkine se cache une lignée extraordinaire. Une histoire qui traverse les continents, les siècles et les préjugés. Une lumière venue d'Afrique qui, à travers lui, a illuminé tout un empire. Alors, chers auditeurs, ouvrez grand vos esprits et vos cœurs, car ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est un voyage, une épopée étonnante, inspirante, bouleversante. Restez connectés, restez concentrés. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité trop longtemps oubliée et de marcher sur les traces d'un homme qui a défié le temps, les frontières et les origines. Installez-vous confortablement, car l'histoire d'Alexandre Pouchkine commence maintenant. Et croyez-moi. Notre histoire commence bien loin des plaines glacées de Russie, dans la chaleur poussiéreuse d'un continent ancien, l'Afrique. Au tournant du XVIIIe siècle, dans une région qui pourrait être l'actuel Cameroun, le Tchad ou peut-être l'Érythrée, vit un jeune garçon noir, libre et curieux qui grandit au sein de son peuple. Il ne sait rien du destin extraordinaire qui l'attend. Il ignore qu'un jour, il foulera les planchers dorés des palais impériaux de Russie. Il ignore qu'il entrera dans l'histoire sous un autre nom. Ce garçon, dont le nom africain a été effacé par le tumulte des empires, sera enlevé au sien vers l'âge de 7 ou 8 ans. Capturé par des trafiquants d'esclaves opérant sur les routes ottomanes et arabes, il est emmené de force loin de ses racines. Il traverse les déserts, les ports marchands et arrive à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Là, dans un geste aussi symbolique que brutal, il est offert comme un présent exotique à une délégation russe. Le cadeau n'est pas innocent. Il s'agit d'un geste diplomatique destiné à impressionner Pierre Ier, connu sous le nom de Pierre le Grand. Nous sommes en Russie, en pleine transformation. Le tsar Pierre veut moderniser son empire. Il veut l'arracher à son passé féodal, l'ouvrir à la science, à la technologie, à la pensée européenne. C'est dans cette fièvre de réforme qu'arrive l'enfant africain. Lorsqu'il est présenté au tsar, celui-ci ne voit pas un simple esclave. Il voit un symbole, un potentiel. Il décide alors de faire de cet enfant un protégé personnel. Il lui donne un prénom chrétien, Abraham. Il l'adopte moralement, le fait baptiser dans la religion orthodoxe et devient son parrain officiel. L'enfant prend aussi le nom de famille Petrovitch, fils de Pierre, comme pour marquer cette étrange filiation entre un tsar et un jeune Africain. Abraham n'est pas élevé comme un domestique, mais comme un noble. Il apprend à lire, à écrire, puis à parler plusieurs langues. Très vite, son intelligence impressionne. Il est envoyé à Paris, puis à Metz, pour recevoir une éducation militaire de haut niveau. Là-bas, il étudie les mathématiques, l'ingénierie, la cartographie et la stratégie militaire. Il fréquente les cercles des philosophes des Lumières et échange avec des penseurs français. Imaginez la scène. Un jeune homme noir, noble russe, au milieu de l'élite intellectuelle de la France pré-révolutionnaire, un symbole vivant du choc des civilisations, de l'ouverture et de la singularité. Mais sa vie n'est pas qu'un conte de fées. À son retour en Russie, certains nobles voient en lui une anomalie. Ils murmurent « Comment un homme noir pourrait-il occuper une position élevée dans l'armée ?» Pourtant, ses talents sont indéniables. Pierre le Grand lui confie des postes de commandement, des projets d'ingénierie cruciaux, notamment la fortification de ports et la conception de cartes stratégiques. Gannibal devient un des cerveaux techniques de la Russie moderne. Malgré les obstacles, Abraham gravit les échelons de la société. Il devient général, noble, propriétaire terrien. Il épouse une femme noble,
fonde une famille. Sa descendance se mêle au sang russe, sans que jamais ne disparaisse ce fil d'ébène venu du continent noir. Lorsqu'il meurt, il laisse derrière lui un nom, une lignée, un héritage. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, Alexandre Pouchkine, fera rayonner la Russie sur le plan culturel. Mais sans Abram Gannibal, sans cet enfant déraciné, il n'y aurait peut-être jamais eu de Pouchkine. Ce destin incroyable, de l'Afrique aux palais impériaux, prouve que l'histoire n'est jamais linéaire. Elle est faite de rencontres inattendues, de résilience, d'ouverture et de volonté. Abram Gannibal incarne cela. Il est la racine profonde d'un arbre qui donnera naissance au plus grand poète russe. Une racine noire que l'on a longtemps ignorée, mais sans laquelle l'arbre ne tiendrait peut-être pas debout. Né en 1799 dans une famille noble et cultivée, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine voit le jour dans un environnement privilégié, baigné par la littérature, les arts et les traditions aristocratiques. Dès l'enfance, il est entouré de précepteurs, de livres rares, de discussions savantes. On raconte que son premier mot fut « vers », tant la poésie semblait couler dans ses veines. Très vite, ses talents se révèlent. Il écrit ses premiers poèmes dès l'âge de 8 ans, alors que d'autres enfants découvrent à peine l'alphabet. Il se nourrit de Voltaire, Rousseau, Byron, Shakespeare, tout en s'imprégnant de la tradition orale russe. Mais au-delà des influences européennes, une autre mémoire couve silencieusement en lui, celle de son arrière-grand-père, Abram Gannibal. Cette figure d'ancêtre africain, héros de la Russie du XVIIIe siècle, hante Pouchkine comme un double symbolique. Loin de renier cette ascendance, il la revendique dans ses correspondances, ses discussions et même dans ses œuvres. Il entreprend de rédiger un roman inachevé, L'Africain de Pierre le Grand, un hommage littéraire à ce grand-père noir qui, dans une Russie blanche et orthodoxe, avait su briller par l'esprit et non par la naissance. C'est une démarche profondément courageuse pour l'époque. Dans une société encore largement raciste, où les traits exotiques étaient perçus comme un stigmate, Pouchkine retourne la vision dominante. Il fait de son origine africaine un sceau de fierté, une richesse identitaire. À travers sa poésie, ses pièces de théâtre, ses récits historiques, Pouchkine ne cesse d'interroger la condition humaine. Il donne une voix aux marginaux, aux exilés, aux cœurs blessés. Il critique le despotisme, défie la censure, exalte la liberté. Sa langue est limpide, musicale, universelle. Il offre au peuple russe une littérature qui leur ressemble enfin, débarrassée du formalisme lourd hérité du classicisme. Mais derrière cette générosité littéraire se cache une complexité intime, celle d'un homme tiraillé entre deux cultures, entre les ors de Saint-Pétersbourg et l'ombre lointaine de l'Afrique. Cette tension créative devient sa force. C'est elle qui donne à ses écrits une profondeur unique, une humanité brûlante. L'identité métissée de Pouchkine ne fut pas un obstacle, mais un ferment de génie. Il a su transformer une origine marginalisée en matrice poétique. Son œuvre incarne l'union de l'Europe et de l'Afrique, du rationnel et du sensible, du savant et du populaire. Il a bâti un pont entre les continents, sans jamais quitter son bureau d'écrivain. Aujourd'hui encore, ses vers résonnent comme un appel à la reconnaissance de toutes les voix, de toutes les mémoires. En Alexandre Pouchkine, l'héritage africain ne fut pas une parenthèse, mais un pilier invisible d'un monument de la culture mondiale. Alexandre Pouchkine ne fut pas seulement un poète prodige, mais un homme dont la vie intense et parfois tourmentée incarne toute la complexité d'un génie né à la croisée des mondes. Sa carrière littéraire fut jalonnée de succès éclatants, mais aussi de conflits personnels, d'exil intérieur et d'un duel fatal qui le conduira à une fin prématurée à l'âge de 37 ans. Pourtant, son empreinte sur la culture russe est indélébile,
et l'ombre bienveillante d'Abraham Gannibal semble toujours vibrer au fil de ses vers. Après avoir conquis l'aristocratie par ses vers brillants et ses pièces de théâtre innovantes, Pouchkine s'est aussi imposé comme un esprit libre dans une Russie impériale où la censure sévissait. Il fut un critique incisif du despotisme et un défenseur ardent des libertés individuelles, se heurtant souvent aux autorités et aux intrigues de cour. Cette audace lui valut plusieurs exils intérieurs, loin de Saint-Pétersbourg, où il puisa dans la solitude et la nature l'inspiration pour certains de ses chefs-d'œuvre. Dans ces moments de recul, la figure d'Abraham Gannibal, l'ancêtre venu d'Afrique, devait résonner comme un rappel puissant d'un destin hors du commun. Ce métissage unique, cette double filiation, donna à Pouchkine une profondeur particulière, un sentiment d'appartenance à plusieurs mondes à la fois. Cette complexité se traduit dans ses œuvres majeures comme Eugène Onégine, La Dame de Pique, ou encore ses poèmes historiques, où il évoque les conquêtes, les luttes humaines, la diversité des peuples. L'écho de l'Afrique y est parfois subtil, mais toujours présent, comme une vibration souterraine qui nourrit la langue russe d'une couleur nouvelle. Mais la vie de Pouchkine fut aussi marquée par des tragédies personnelles. Marié à Natalia Goncharova, une beauté réputée, il souffrit d'intrigues, de jalousie et de scandales qui le poussèrent au duel fatal contre Georges Dantès, un officier français à la cour. Ce combat d'honneur, survenu en 1837, lui fut fatal. Le choc fut immense pour la Russie et pour le monde littéraire. Pourtant, même dans cette mort prématurée, le souffle de Pouchkine ne s'éteint pas. Il devient un mythe, un phare pour les générations futures. L'héritage d'Alexandre Pouchkine dépasse largement la littérature. Il est le symbole d'une Russie qui s'ouvre, qui accueille la diversité et qui puise dans ses racines multiples la force de son identité. Son ascendance africaine, longtemps occultée ou minimisée, est aujourd'hui célébrée comme un élément essentiel de cette histoire pluriculturelle. Abraham Gannibal et son arrière-petit-fils forment ainsi un pont vivant entre deux continents, deux mondes et deux époques. En revisitant cette saga, nous comprenons que l'histoire ne se résume pas aux frontières géographiques ou aux stéréotypes. Elle est un tissu complexe d'héritages croisés, de rencontres inattendues et de forces vives qui bouleversent les récits officiels. Pouchkine, ce génie au sang mêlé, incarne cette richesse humaine universelle, cette lumière venue d'Afrique qui a éclairé l'Empire russe d'une manière inoubliable. L'histoire d'Alexandre Pouchkine et de son ancêtre Abraham Gannibal nous rappelle que nos racines peuvent être multiples, souvent insoupçonnées, et qu'elles façonnent bien plus que notre simple identité. Ce lien unique entre l'Afrique et la Russie nous invite à repenser l'histoire, à célébrer la richesse du métissage et à reconnaître la lumière que chaque culture peut apporter au monde. Pouchkine, ce poète d'exception au sang mêlé, a ouvert une fenêtre sur une Russie plus grande, plus ouverte, plus humaine. Son œuvre continue de résonner aujourd'hui comme un pont entre les continents, un hymne à la diversité et à la puissance des origines. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette épopée hors du commun. Si cette histoire vous a inspiré, enrichi ou simplement surpris, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire à motivation pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes passionnantes. Activez la cloche, partagez cette vidéo et rejoignez notre communauté qui valorise la culture, la mémoire et l'esprit libre. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique, là où passé et présent s'entrelacent pour mieux éclairer notre avenir.